Mesdames et messieurs, je vais vous demander s'il vous plaît de regagner vos places rapidement pour qu'on puisse commencer cette deuxième partie de la journée gestion. Il sera question, je vous l'ai dit, de cartographie des risques en compagnie de Christine Doisy, expert comptable et commissaire aux comptes chez KPMG, et de Philippe Gay, directeur stratégie et développement du marché des associations chez Inextinso. Nous aborderons aussi les missions du trésorier et l'attitude qu'il doit avoir en cas de dégradation de la situation financière. Mais pour l'heure, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Hélène Beck, directrice financière du Secours catholique et membre du Haut Conseil de la vie associative. Bonjour Hélène Beck et merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Alors, si vous avez été sollicité, c'est que vous avez, avec votre réseau, une grande expérience en matière de gestion des risques. Je crois qu'on peut montrer d'ailleurs la première diapo. Avant de nous expliquer comment la mise en place... Hop, je mets le petit chrono pour pas qu'on se laisse déborder par le temps. Comment la mise en place d'un contrôle interne a bénéficié aux antennes du Secours catholique. Eh bien, je vous propose de nous présenter brièvement votre réseau. Évidemment, le Secours catholique, tout le monde connaît, mais chacun n'a pas forcément idée de la façon dont vous êtes organisé. Oui, alors avant de présenter le Secours catholique, si vous me permettez, je voudrais remercier le président de l'AFNOGEC et Caroline von Lerberg de m'avoir fait confiance pour venir présenter ce que nous faisons au Secours catholique en termes de contrôle interne. Donc, alors, le Secours catholique, en quelques mots, tout le monde connaît le Secours catholique, mais on ne sait pas forcément ce que fait véritablement le Secours catholique. Donc nous luttons contre la pauvreté et l'exclusion en France et dans le monde. Donc nous agissons auprès d'1,5 million de personnes qui sont soutenues ou 3 millions de personnes qui sont bénéficiaires de notre aide internationale. Nous vivons avec des salariés, mais surtout avec des bénévoles, puisqu'il y a 68 000 bénévoles. Et donc, pour représenter ce qu'est le Secours catholique, on préfère aussi dire qu'il y a 209 millions d'euros de valorisation du bénévolat et de quelques contributions volontaires en nature que nous recevons également, et 136 millions d'euros de ressources financières. Et nous vivons de générosité. C'est vraiment générosité du public avec des dons et des legs et donations. Fondamentalement, on a 73% qui vient de générosité et nous consacrons donc 103 millions d'euros, 76% donc à nos missions sociales qui sont donc la lutte contre la pauvreté et l'exclusion en France et dans le monde. Nous avons également créé un réseau avec des associations ou des fondations qui agissent plus particulièrement dans certains domaines de la pauvreté. Donc on a dans notre réseau à peu près 8 membres. Et donc vous êtes organisé en délégation. Voilà, donc en France, nous avons donc des délégations diocésaines ou départementales. En fait, elles couvrent maintenant entre une moitié de départements ou même certaines jusqu'à 4 départements. Donc chaque délégation est pilotée par un bureau de bénévoles, à une équipe de salariés variant entre 3 et 35. On a de 60 à 1300 bénévoles dans chaque délégation et donc ils travaillent également en partage en région. Alors on le voit, le Secours catholique présente une architecture différente de celle du réseau des OGEC et en même temps, cela n'aura pas échappé à notre public, eh bien on peut dire qu'il existe aussi des points communs. Le fait que votre activité repose sur la coopération entre des bénévoles et des salariés, par exemple, ou bien le fait que vous vous inscriviez, vous aussi, bien sûr, dans une démarche de bien commun. Et puis, bien entendu, on va se rendre compte au fil de notre discussion que le Secours catholique et le réseau des OGEC sont à des échelles parfois différentes, confrontés à des risques similaires, à des défis comparables, ne serait-ce qu'en termes de formation. Alors, on va voir avec vous comment le Secours catholique a mis en place un contrôle interne. Et pour commencer, je vous propose d'évoquer, Hélène Beck, le contexte dans lequel cette évolution est intervenue. On va faire un petit retour en arrière. Nous sommes en 2002, si je ne m'abuse. C'est bien ça. Vous arrivez au Secours catholique
qui vient de traverser une mini-crise à la suite de placements hasardeux. Et on vous demande, et ce qu'on vous demande tient en un mot, sécurité. Racontez-nous. Voilà, oui, effectivement, en arrivant, on avait prévu, comme on n'est pas là pour thésauriser, un budget très légèrement négatif. Et en fait, est arrivée donc la crise financière et les placements qui avaient été faits par l'équipe précédente étaient faits pour que les personnes démunies puissent bénéficier des revenus importants que représentait la bourse. Mais aux revenus importants sont associés aussi des risques importants. Et donc à ce moment-là, on a eu 10 millions d'euros de pertes financières. Donc effectivement, le conseil d'administration, à mon arrivée, m'a dit « Bon, Hélène, plus jamais ça ». Et donc on a dit la politique de placement financier a été orientée sous deux mots, sécurité et éthique. Donc mettez en œuvre ceinture et bretelles. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ceinture et bretelles, c'est moins noble que sécurité et éthique, mais ça parle quand même beaucoup à notre public. Alors, dans ce contexte particulier et pour s'éviter de nouvelles frayeurs, le Secours catholique décide donc de mettre en place un contrôle interne. De quoi parle-t-on exactement ? Alors, le contrôle interne, à l'époque, donc comme je vous l'ai dit, nous faisons appel à la générosité du public et donc le Secours catholique est membre fondateur du comité du don en confiance et participe à ces ateliers de réflexion et la notion de contrôle interne était très présente à ce moment-là. Donc comment faire quand même en termes de transparence financière et de contrôle pour rendre compte à nos donateurs, à nos bienfaiteurs, comment faire pour leur expliquer que tout est sous contrôle et que leur argent va bien aller à la mission et que donc nous allons pouvoir, entre guillemets, leur garantir que nous faisons bien ce qu'ils nous ont confié comme mission. Donc le contrôle interne à ce moment-là a été défini dans le cadre de ce groupe de travail organisé par le comité du don en confiance et donc il a été défini comme un ensemble organisé de dispositifs initié et supervisé par les instances dirigeantes. Donc je vais vous revenir sur les instances dirigeantes. Et c'est quand même mis en œuvre par l'ensemble des acteurs, donc salariés et bénévoles, en vue de donner en permanence à l'organisation une assurance raisonnable que ses objectifs sont atteints, c'est-à-dire que sa mission de lutte contre la pauvreté et l'exclusion est bien remplie, que les risques, parce que nous avons forcément, comme dans tout organisme, il y a des risques, que donc ces risques, lesquels sont-ils pour pouvoir mieux les maîtriser ? Que donc nous avons on devait rendre compte qu'on s'assurait que les risques pouvaient être maîtrisés, mais bien sûr dans le respect de nos valeurs et de notre mission. Alors pour bien saisir de ce dont il retourne, je crois qu'il faut prendre le temps de s'arrêter sur chacun de ces éléments. On parle d'un ensemble organisé de dispositifs. De quoi parle-t-on quand on parle de dispositifs ? Alors, dispositif, ça veut dire qu'effectivement, on a besoin de définir des procédures pour savoir qui fait quoi, quand, comment. Et donc, cet ensemble organisé de dispositifs, eh bien, il fallait effectivement que l'on puisse définir quel était le rôle de chaque personne, quelle était sa mission, quelle était sa fonction, comment elle était nommée, comment elle pouvait rendre compte à qui de droit. Donc cet ensemble organisé de procédures devait être initié et supervisé par les instances dirigeantes. Alors, vous allez un peu vite, mais organisé, c'est-à-dire vraiment pensé et conçu de manière globale et cohérente. C'est ça l'enjeu. On a défini, ça il existait déjà, mais ça a été approfondi, il y avait un manuel qui s'appelle « Responsabilité et pouvoir au Secours catholique », puisque bon, l'organisation est un peu complexe avec donc, justement ce rôle de salarié et bénévole. Donc pour que chacun sache comment l'ensemble fonctionne, quelle est sa mission, quelle est sa responsabilité, donc il y avait cet ensemble qui a été défini, qui a été approfondi pour que chaque bureau, je vous ai parlé tout à l'heure de l'organisation en bureau de bénévoles,
eh bien, il y a dans ce manuel sont décrits comment les procédures pour qu'un président de délégation soit nommé, quelle est sa fonction, comment un vice-président, comment un trésorier est nommé, ça ce sont des bénévoles, comment un délégué est nommé, ça c'est le salarié, et comment ils fonctionnent ensemble dans le cadre donc de l'organisation du travail. Donc cet ensemble cohérent, il est initié et supervisé par les instances dirigeantes. Oui. Les instances dirigeantes, c'est qui alors ? L'Assemblée générale, qui est dans l'Assemblée générale ? L'ensemble des présidents, vice-présidents, trésoriers de délégation et les personnalités qualifiées qui sont dans le conseil d'administration. Donc l'Assemblée générale nomme un conseil d'administration, mais ça c'est comme dans toute association. Et donc là, la responsabilité des instances dirigeantes, c'était véritablement de vérifier que l'ensemble de ce contrôle interne, parce qu'on va voir après comment il se met en œuvre, puisse être mis en œuvre. Donc le fait d'avoir défini une organisation avec des dispositifs, c'est une chose, mais après, il fallait vérifier qu'une fois que ces processus sont définis, eh bien, ils sont appliqués et contrôlés. Alors, superviser, vous me dites si je me trompe, mais pour moi, le mot superviser induit le fait qu'on va inscrire cette attitude de contrôle, cette démarche de contrôle dans la durée. On n'est pas dans un one-shot, comme on dit en bon français. Oui. C'est bien ça ? C'est bien ça. Donc, il a été décidé qu'effectivement, on allait pour superviser donc, comment l'ensemble du contrôle interne pouvait être mis en œuvre, que un des premiers éléments, c'était de définir, donc après avoir défini l'ensemble des processus et des dispositifs et l'ensemble des méthodes de contrôle et de contrôle, j'allais dire plus de gestion et de budgétaire qui étaient déjà en place, il fallait effectivement sensibiliser l'ensemble des salariés et des bénévoles à ces processus et à leur mise en œuvre, à leur appropriation pour que ce soit mis en œuvre. Et puis après, il fallait définir des risques. Et donc, on a lancé un chantier de définition des risques. Moi, je veux bien, enfin, c'est peut-être un peu fastidieux pour notre public, et en même temps, je pense que ça vaut le coup qu'on s'arrête un peu sur sur cette définition, sur les différents éléments de cette définition, parce qu'évidemment, il y a des implications concrètes derrière. Donc là, on comprend bien, évidemment, ça vient d'en haut, quelque part, le contrôle interne, mais ensuite, il faut que tout le monde adhère. Ce n'est pas uniquement l'affaire des spécialistes. Non. Non. Donc effectivement, il y a eu une sensibilisation par l'intermédiaire de formation. Donc formation, en tant que directrice financière, mes interlocuteurs en délégation sont les trésoriers bénévoles des délégations. Et donc, il y a eu des séances de formation qui sont habituellement organisées pour tous les nouveaux trésoriers. Mais là, on a rajouté en plus dans ces formations la sensibilisation au contrôle interne et au fait qu'ils étaient responsables de faire partager à leurs collègues membres de bureaux de délégation le fait que c'est la responsabilité de l'ensemble du bureau de la délégation. Donc effectivement, c'est par l'intermédiaire de formation auprès du trésorier que l'ensemble des bureaux de délégation ont été sensibilisés au fait que ce contrôle interne, c'était de leur responsabilité. Et quand on parle, là, je regarde sur l'écran de contrôle, quand on parle d'une mise en œuvre par l'ensemble des acteurs, qu'ils soient salariés ou bénévoles, j'allais dire quelqu'un qui est bénévole et va faire une maraude une fois par semaine auprès des SDF avec le Secours catholique, il est lui aussi concerné par le contrôle interne. Est-ce qu'il doit s'en sentir un peu responsable ? Ça concerne vraiment tout le monde ou ça concerne des gens qui sont quand même plutôt à des postes de responsabilité, qu'ils soient bénévoles ou salariés ? Alors, ça concerne effectivement d'abord et avant tout des personnes en responsabilité et en particulier dans le domaine financier. Mais si on va jusqu'au bout de la définition, on dit qu'effectivement, il faut que les objectifs soient atteints.
Et pour revenir sur votre bénévole qui va faire une maraude, effectivement, est-ce il fait sa maraude en restant tranquillement installé dans son camion et en buvant son café en attendant que les gens viennent, ou est-ce qu'il prend vraiment à cœur le fait qu'il est à la disposition des personnes qui sont dans la rue et qui ont besoin de lui, et auquel cas il va au-devant d'eux? Ça fait partie aussi du contrôle interne pour sensibiliser les personnes au fait qu'ils sont responsables de leur propre mission, là en l'occurrence d'aller rencontrer les personnes qui sont totalement marginalisées. Ça fait partie effectivement, j'allais dire, plus de la conscience de la mission plutôt que de la conscience d'un contrôle interne. Donc en fait, on fait du contrôle interne, on diffuse cet état d'esprit dans l'ensemble du réseau, mais il y a certaines personnes dans le réseau qui appellent ça du contrôle interne, et les autres, ils en font sans le savoir. C'est un peu ça, quoi, ce que vous êtes en train de nous expliquer. D'accord. Parce qu'en fait, et ça concerne y compris les gens qui sont bénévoles et peuvent intervenir à des postes de responsabilité, y compris en matière financière, quand on s'engage bénévolement dans une association, cet investissement, il est vécu souvent de manière relativement affective, philosophique, et tout le monde n'a pas forcément envie de prendre part à des procédures qui évoquent peut-être l'univers de l'entreprise, davantage l'univers de l'entreprise que celui du secours catholique. Est-ce que la question qu'il y a derrière, me semble-t-il, c'est de savoir si finalement tous les acteurs, y compris les bénévoles, doivent tendre vers une forme de professionnalisme dans une organisation comme la vôtre? Oui, on a vraiment besoin d'avoir une réflexion sur... Ce n'est pas parce qu'on est bénévole qu'on n'est pas à être professionnel. Et l'organisation au Secours catholique, la prise en compte du fait qu'on a un réseau de 68 000 bénévoles, fait que la formation des bénévoles est absolument nécessaire. On vient parce qu'on est sensibilisé à la lutte contre la pauvreté. On n'est pas forcément professionnel, justement, dans l'exemple que vous avez donné, pour aller rencontrer une personne qui vit à la rue. C'est autre chose que de rencontrer une famille qui a des fins de mois un peu difficiles, ou que de faire un projet international à l'étranger. Dans chacun de ces domaines, on a besoin effectivement de professionnalisme, et la formation des bénévoles qui arrivent avec leur très grand désir de bien faire et de répondre aux attentes des personnes qui sont accueillies par le Secours catholique, eh bien ça, c'est une qualité très importante qui fait que, assez naturellement, ils sont à l'écoute des propositions de formation qu'on leur fait. Alors le but de ce contrôle interne est en premier lieu, je cite, de donner en permanence à l'organisation une assurance raisonnable que ses objectifs sont atteints. Donc le contrôle interne, si je comprends bien, c'est un gage d'efficacité. Oui, c'est donc un gage effectivement d'efficacité, et donc de professionnalisation de tous les acteurs du Secours catholique, et d'organiser les rôles entre les salariés et les bénévoles. Ce ne sont pas les mêmes relations. On parle de responsabilité hiérarchique pour un salarié. On parle d'animation d'une équipe de bénévoles, parce que justement, on a bien compris que ce n'est pas la même relation qui se joue, mais en termes d'efficacité de l'action, on est quand même là pour rappeler que c'est bien l'objectif vers lequel on doit tendre. D'accord, donc l'articulation est différente. En continuant de disséquer cette pauvre définition que l'on maltraite décidément, on en vient directement au cœur de notre journée gestion, puisque le contrôle interne doit permettre de s'assurer que les risques sont globalement maîtrisés. Cela signifie qu'évidemment le risque zéro n'existe pas, selon la formule galvaudée, mais qu'il faut tout de même s'en approcher. C'est ça l'objectif ? Tout à fait. Et donc, la première des choses, c'est les identifier. Parce que pour les maîtriser, il faut d'abord savoir qu'ils existent. On va y venir. Si vous le voulez bien, pardonnez-moi de vous interrompre, ne brûlons pas les étapes, parce qu'il y a la dernière partie de la définition qui mérite qu'on s'y attarde. Le contrôle interne doit s'appliquer dans le respect des valeurs et de la mission sociale que poursuit l'organisation. Est-ce que c'est une façon de dire que le contrôle interne ne justifie pas que l'on se transforme en Big Brother ? Surtout pas.
Surtout pas. Le contrôle interne n'est pas le fait que tout soit piloté et contrôlé de haut. C'est vraiment, au contraire, une appropriation au niveau individuel, que ce soit salarié ou bénévole, une appropriation de quelle est ma mission et comment je peux la remplir au mieux des intérêts des personnes que l'on accueille. On ose maintenant, on n'osait pas trop il y a une dizaine d'années, mais on ose parler de nos clients. Comment faire en sorte que nos clients, entre guillemets, soient satisfaits, puisque c'est quand même pour eux qu'on est là. Donc... Mais votre organisation, le Secours catholique, est portée par des valeurs humanistes. Donc qu'est-ce que ce serait qu'un contrôle interne humaniste ? C'est une colle. Oui, c'est une colle. Un contrôle interne humaniste, ça veut dire qu'on réfléchit à l'efficacité de notre action en se disant, il y a des fois où, je vais le prendre à l'inverse, je me suis dit certaines fois, ce serait quand même bien si j'étais dans une entreprise où on compte, où on compte les petits biscuits, parce qu'au moins c'est beaucoup plus facile. Là, faire en sorte que l'action du Secours catholique atteigne un résultat, alors qu'on est dans l'humain. Mes collègues m'ont plusieurs fois dit, mais enfin Hélène, tu ne te rends pas compte, c'est une personne qui ne venait jamais dans un accueil et qui était à la rue, vient régulièrement et dans un état de dignité qui n'existait pas auparavant, c'est qu'on a déjà beaucoup avancé. Alors j'ai dit oui, mais tu peux compter le fait que l'on a reçu tant de personnes, qu'il y a un certain nombre de personnes qui reviennent, donc on peut quand même avoir une information qui permet de mesurer d'une certaine façon l'efficacité de l'action. Parce que le mot efficacité de l'action est pour des travailleurs sociaux, c'est un peu tabou. Est un peu un gros mot. D'accord. Alors je vous propose qu'on évoque maintenant plus en détail la façon dont le Secours catholique a procédé pour mettre en place ce contrôle interne. Alors oui, là on a donc on a participé à ce groupe de travail qui avait été lancé par le comité du don en confiance, en se disant qu'une des premières des choses, c'était de mettre en œuvre la cartographie des risques. Donc pour pouvoir mieux les gérer, il fallait les identifier. Et donc pour identifier ces risques, il y a eu d'abord, on a un département audit interne et il fait effectivement une liste à chaque fois des contrôles et des risques qui ressortent de ces contrôles. Et en fait, à partir de cette liste, on s'est rendu compte que c'était un petit peu une liste à la Prévert, pas construite. Et donc, on a essayé une autre méthode. Et donc, l'autre méthode, ça a été d'aller voir ce qui était fait. Eh bien, à la Croix-Rouge, il y avait visiblement un directeur le directeur de l'audit et du contrôle interne de la Croix-Rouge qui avait présenté dans le cadre de nos réunions d'information ce qui était fait, et cela m'avait semblé vraiment une approche très intéressante. Donc je suis allée le voir et lui demander comment il avait travaillé, et on a échangé, et effectivement il m'a parlé d'une méthode qui était beaucoup plus approfondie, et de dire effectivement des risques. On a des risques qui sont externes, donc on va passer peut-être d'abord la responsabilité de l'équipe dirigeante sur la bonne gestion finance, mais là je crois que j'en ai parlé tout à l'heure. Oui, tout à fait. Donc pour l'influence extérieure, ça a donc été l'exemple de la Croix-Rouge, et la méthodologie, il s'était appuyé lui-même sur la méthodologie qui était mise en œuvre dans les entreprises. Des entreprises qui ont un temps d'avance en la matière, oui. Voire deux. Et donc, à partir de ça, donc, on a commencé à travailler, et donc il a effectivement dit qu'il y avait un élément qui était particulièrement intéressant, c'est que pour effectuer cette cartographie des risques, on avait besoin d'identifier donc la probabilité que le risque intervienne, l'impact, est-ce que ça allait être très important comme conséquence ou pas, et comment on peut le maîtriser. Et en fait, il m'a expliqué comment est-ce qu'ils avaient fait pour définir une échelle pour que chaque élément puisse être chiffré, et qu'on puisse après multiplier la probabilité par l'impact et par
et par la maîtrise. Et en fait, il a également expliqué qu'il y avait des risques donc, de typologies différentes. Les risques externes. Donc, je vais vous donner après quelques exemples, mais externes, on peut moins les maîtriser que les risques internes. Quand un des risques externes, vous voyez là sur mon petit tableau rouge, il y a les risques externes, c'est rouge, c'est puisque nous vivons de générosité du public et que, vous le savez, quand il y a un don qui est fait, eh bien, le donateur peut recevoir un reçu fiscal qui lui permet de diminuer ses impôts à hauteur de 66%. Je ne suis pas sur l'ISF. Et donc, dans ces cas-là, si la législation fiscale par rapport à ce reçu fiscal diminuait, eh bien, on pourrait être inquiet sur le fait que cela ne nous permette plus d'obtenir le montant des dons qui représente quand même plus de 70 millions d'euros. Donc, bon, ça représenterait quand même un impact non négligeable. Donc là, oui, c'est pour ça que c'est rouge. Parce qu'effectivement, ce risque, il est externe et il a un impact vraiment très important. Il pourrait avoir un impact, s'il se révélait, vraiment très important. Alors ça, ce sont les risques externes. On a aussi des risques internes de pilotage. Oui. En un mot, de quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit justement du fait que on a un siège et on a des délégations. Est-ce que ces délégations, elles sont indépendantes ou autonomes ? Et comment est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte qu'elles adhèrent bien au projet et ne fassent pas et ne remplissent pas leur mission comme elles en ont envie, sans prendre en compte l'ensemble du processus, l'ensemble des procédures définies, l'ensemble de nos règles de gouvernance, etc. Donc ces risques internes de pilotage, c'est justement, est-ce qu'on est en véritable capacité de piloter les délégations du secours comme les instances dirigeantes, l'Assemblée générale, le conseil d'administration, souhaitent qu'elles mettent en œuvre l'action. Alors, il existe aussi des risques internes opérationnels. Alors là, on est vraiment dans l'opérationnel, c'est-à-dire est-ce que financièrement, est-ce qu'il n'y a pas des risques de détournement ? Est-ce qu'il y a des risques en termes de qualité de vie au travail ? Est-ce qu'il y a des risques en termes de locaux ? Est-ce qu'on est aux normes de sécurité et d'accessibilité ? On va en reparler des locaux tout à l'heure. Et finalement, des risques internes de support. Eh bien, est-ce que le support, est-ce que nous, par exemple, direction administration finance, nous fournissons le support attendu aux délégations pour qu'elles mettent en œuvre leur action en respectant les lois, les règlements, les procédures financières ? Est-ce qu'on est vraiment au service de l'action qui se met en œuvre sur le terrain ? Alors, de la sorte, vous avez identifié 68 risques. Oui. Dont 12 ont été considérés comme prioritaires. Si je comprends bien, vous avez utilisé 3 critères pour définir quelles seraient les priorités. La probabilité, l'impact et la maîtrise. J'aime bien le mot maîtrise parce que est-ce que ça veut dire que parmi vos priorités, vous êtes dit on va s'attaquer aux risques sur lesquels on peut vraiment agir ? Il y a peut-être des risques qui sont plus grand encore, mais malheureusement, c'est pas nous qui allons faire. On peut faire une action de lobbying auprès de Bercy, mais c'est pas nous qui allons changer la fiscalité, la rendre plus avantageuse, ou en tous les cas éviter qu'elle ne se dégrade et qu'elle ne se traduise par une perte de dons. Oui, donc effectivement, c'est la multiplication de ces trois critères qui a fait que le risque, il était vert, orange ou rouge. Et on s'est attaqué aux 12 prioritaires. Donc là, ce n'était pas uniquement à ceux dont on pouvait dire qu'ils seraient maîtrisables, ou enfin en partie maîtrisables. Et donc, pour dire ils sont prioritaires, ça veut dire qu'on veut mettre en œuvre un plan d'action pour faire en sorte qu'il soit moins rouge, qu'il soit un peu maîtrisé, même si le risque zéro n'existe pas. Et donc, ce qui a été fait, c'est qu'il y a eu une attribution de la gestion pour la maîtrise de ces risques à l'équipe dirigeante, au directeur, au secrétaire général et au directeur du Secours catholique. Mais le choix s'est fait comment ? Comment est-ce que vous avez décidé que ces 12 risques précis seraient à traiter en priorité ? Là, ça a été le résultat d'un débat
à la fois en équipe de direction puis en conseil d'administration, où l'ensemble donc du processus de définition des risques a été présenté, il a été expliqué, validé d'abord en comité de direction, puis ensuite en conseil d'administration, et c'est le conseil d'administration qui a dit oui, nous sommes d'accord que cette cartographie, voilà, nous avons bien le sentiment que le travail a été fait correctement et que ce sont bien les risques que nous identifions nous aussi, nous, conseil d'administration, et donc nous considérons qu'effectivement la meilleure façon de gérer cette cartographie des risques, c'est bien de nommer quelqu'un qui soit responsable, pas sur les 68, donc on oublie tous les autres, on se concentre pour qu'on ait une véritable action et un véritable plan d'action, on décide de se concentrer sur les 12. Pourquoi 12 ? Parce qu'il y avait au-delà d'un certain niveau, donc la multiplication donc des probabilités, impact et maîtrise faisait qu'au-delà d'un montant qui avait été fixé, eh bien, on est arrivé à 12. Voilà, et c'est là qu'on a demandé au directeur de se dire, ben voilà, chacun dans son domaine est en responsabilité de ce risque. Pour mener ce chantier, il a fallu évidemment de la bonne volonté, de l'engagement. Est-ce qu'il a fallu aussi des moyens financiers ? Le chantier de cartographie des risques, non, il a été mené en interne. Mais une fois qu'on a identifié les risques, parce que c'est bien de les identifier, mais pour les prévenir, est-ce que ça a un impact financier ? Non, on n'a pas, dans la mesure où on a vraiment identifié que l'on ne voulait travailler que sur des risques prioritaires. Alors, oui et non. Et je vais en venir à un des risques qui est le risque sur les locaux, parce que là, il y avait un risque financier. Il y avait un risque et la maîtrise... L'implication financière. Voilà, la maîtrise de ce risque, comment faire en sorte qu'un local soit aux normes de sécurité et d'accessibilité, ça coûte cher. Donc ça a été effectivement pris en compte pour que l'on fasse et que l'on dise, oui, on va mettre en place un plan d'investissement immobilier qui nous permet d'assurer que les locaux du Secours catholique, alors c'est juste pour dire, mais on utilise 3500 locaux. On n'est pas propriétaire de 3500 locaux. Beaucoup de locaux sont mis à disposition et par les diocèses, d'une part, et par les responsables, les mairies, les responsables, les CCAS, les centres d'action sociale, puisque nous menons quand même une action sociale qui, normalement, est aussi de la responsabilité de l'État ou des mairies. Donc, d'une certaine façon, ces locaux, il fallait faire en sorte qu'ils soient mis aux normes. Ce n'était pas forcément notre responsabilité, parce qu'on n'en était pas forcément propriétaire. Mais si une mairie nous dit il n'est pas aux normes, tant pis pour vous, alors allez vous en trouver un autre ailleurs, on était quand même embêtés. Donc c'était un peu compliqué. Je vous propose qu'avant d'entrer dans le détail concernant ce risque en matière immobilière, on puisse citer 2-3 autres risques prioritaires. Oui. Et puis on pourra évoquer aussi brièvement les écueils de cette qu'on peut rencontrer quand on lance une démarche comme celle-là. Mais sur les 12 risques, si on en citait 3-4. Voilà, alors un risque, c'était effectivement, je vous en ai déjà parlé, la législation fiscale, donc action de lobbying avec le syndicat professionnel qui s'appelle France Générosité, et donc des actions répétées dans ce sens-là. Risque aussi en termes de concurrence des ressources, c'est-à-dire que nous sommes de plus en plus dans un domaine où les subventions publiques diminuant, eh bien, les acteurs dans l'action sociale ont besoin finalement d'avoir un peu plus de ressources que ce qui est donné par les financements publics, et donc ils veulent faire appel à la générosité. Je crois que ça, c'est quelque chose qui est une question que vous vous posez peut-être. Donc, effectivement, on avait aussi des risques de violence dans certains des accueils, que ce soit à l'étranger, des risques de guerre. Bon, on a aussi des risques d'image, d'événements extérieurs.
vous n'êtes pas sans savoir que dans la communauté catholique, il y a quelques histoires qui ne sont pas très agréables à entendre, et on peut associer ce mot à ce qui pourrait être fait au Secours catholique. Donc voilà, risque d'image. Alors les risques d'irrégularité financière, on en a aussi à l'international. Le fait que certaines associations à qui on transmet des montants pour qu'ils mettent en œuvre leurs projets à l'international, ces associations locales n'ont pas forcément les mêmes processus de contrôle que nous pouvons avoir mis en place en France. Il faut exporter le contrôle interne. Il faut exporter le contrôle. Et donc, on a mis en place des processus, justement, de formation des Caritas. On travaille dans un réseau qui s'appelle Caritas Internationalis. Et donc, il y a des Caritas locales. Et les Caritas locales, ça ne fait pas forcément partie de leur processus de ne pas employer le petit cousin parce qu'il a besoin d'un emploi. Donc ce n'est pas le poste de travail dont on a besoin, mais ça ne fait rien. Donc mettre en place une véritable gouvernance dans les Caritas, mettre en place des procédures financières, on a vraiment mis cela en place à tel point que l'Agence française de développement, qui est donc une agence qui finance au ministère des Affaires étrangères, a reconnu que notre action était quand même très intéressante et nous l'a financée en partie. Alors revenons à la situation dans l'Hexagone. Quels écueils on peut rencontrer quand on se lance dans une démarche de cartographie des risques ? Une démarche Alors, il y a deux écueils. Soit ça passe au-dessus de la tête et on dit oui, le siège a bien sûr encore des grandes idées, et donc de risque de non-appropriation, donc de ne pas faire en sorte que ce soit compris, mais compris dans un véritable esprit de c'est à vous que ça doit servir, et pas ça doit pas servir au siège pour se faire plaisir et pour dire que notre beau tableau magique là il devient un peu plus vert. C'est pas ça l'objectif, c'est qu'effectivement localement l'efficacité, la façon dont les choses se mettent en œuvre, bien c'est ça qui est compris. Et donc, si c'est compris, ça sera a priori mis en œuvre, enfin on peut espérer. Donc ça, c'est le risque ça nous passe au-dessus de la tête et on s'en moque un peu. Ou au risque de rentrer dans une trop grande détail, dans un trop grand niveau d'exigence qui fait que, zut, trop c'est trop. Donc ce sera pour d'autres. Donc il faut accepter qu'il y ait une part de risque. Voilà. Hein, c'est ça. Alors, juste milieu. Je crois que vous nous avez préparé de belles diapositives sur le risque en matière d'immobilier. On va peut-être les montrer rapidement. Ce qui est intéressant, donc effectivement, vous nous expliquez que c'était un risque prioritaire parce que vous utilisez 3500 locaux, donc c'est énorme. Mais ce qui est peut-être le plus intéressant, c'est de montrer comment vous avez pu identifier des risques très précis et quelles parades vous mettez en œuvre pour certains de ces risques-là. Oui, alors juste pour présenter effectivement la probabilité, impact 3500 locaux, donc gros impact si jamais un ou plusieurs locaux sont considérés comme à risque, et avec une difficulté particulière, c'est le fait que comme on les utilise en grande partie de façon occupant à titre gratuit 2500 locaux, donc il fallait aller sensibiliser les propriétaires de ces locaux pour qu'ils mettent en œuvre des travaux dont nous serions bénéficiaires et pas eux. Donc une première, difficulté dans cette mise en place de sécurité. Et pour que les choses puissent se mettre en œuvre comme il faut, donc il y a un président de délégation qui reçoit délégation de responsabilité de la part de la présidente nationale, et quand sur chaque délégation il y a entre 30 et 100 locaux dont il est responsable, ce n'est pas lui qui peut mettre en œuvre la sécurité des locaux.
Donc il faut qu'il explique à un bénévole qui met en œuvre son activité dans son local, il faut qu'il aille expliquer à ce bénévole que c'est lui le responsable du risque du local. Et donc responsabilité qui peut aller jusqu'à une responsabilité pénale avec la chaîne des responsabilités. Donc on m'a dit, Hélène, tu vas faire partir tous nos bénévoles de responsables d'équipe locale. Alors j'ai dit, non, surtout pas. Vous leur expliquez qu'effectivement c'est leur responsabilité, mais qu'on met à leur disposition, et c'est là où on rentre dans la maîtrise du risque, on met à leur disposition à la fois un responsable immobilier localement, donc une sensibilisation du président ou du trésorier de délégation pour qu'il se choisisse, qu'il mobilise un bénévole en responsabilité des locaux pour que le bénévole qui est responsable de son activité dans son local sache qu'il a quelqu'un à qui il peut faire appel, sache qu'il a aussi le siège qui organise régulièrement des formations pour lui, sache qu'il y a aussi un certain nombre et ce qu'on a aussi fait pour les aider, on a dit, on va définir avec une société externe, bon, la Socotec, je ne fais pas de publicité pour elle particulièrement, mais bon, c'est elle qu'on a choisie, et on a fait un cahier des charges pour dire, voilà ce que l'on attend que vous contrôliez dans votre local pour savoir s'il est aux normes. Voilà, alors on va peut-être passer brièvement rapidement sur la diapo suivante en prenant un exemple de risque identifié et en montrant comment on a réussi à imaginer une parade et à gérer ce risque, à le maîtriser. Parce qu'il nous reste un petit quart d'heure et il faudrait qu'on puisse parler aussi d'autres risques, notamment financiers. Oui. Donc je vous propose d'aller... Voilà, donc ça je vous en ai déjà parlé, des diagnostics techniques que l'on avait déjà préparés pour que le responsable puisse le mettre en œuvre et faire venir Socotec en ayant une analyse récapitulative de ces diagnostics. On a après fait une formation pour que ces analyses puissent être mises en œuvre et une procédure donc de formation pour les trésoriers, pour les responsables immobiliers, pour qu'ils sachent mettre en œuvre la maîtrise du risque identifié par le diagnostic Socotec. D'accord. Merci beaucoup. Alors, on va s'éloigner un peu de l'immobilier et en venir, comme je vous le disais, à la gestion financière. Quelles sont au Secours catholique les procédures qui permettent de sécuriser cette gestion ? Alors, la première procédure, c'est effectivement une procédure budgétaire qui est alliée au contrôle de gestion. Donc, chaque délégation doit, dans le cadre de procédures budgétaires définies, élaborer un budget, dialoguer avec les contrôleurs de gestion qui sont au siège pour que ce budget représente véritablement l'activité de la délégation qui va se mettre en œuvre. Bien sûr, on a un historique, il y a un outil de gestion qui est centralisé, mais qui permet à chaque délégation d'avoir ses propres suivis, ses propres analyses. Et donc, dans ce cadre-là, l'outil permet d'avoir à disposition du trésorier de délégation toutes les informations pour qu'il puisse suivre les propres équipes. Et donc, il y a tout un processus, donc des procédures financières qui sont quelquefois considérées comme un peu lourdes pour que le trésorier de délégation remplisse son rôle. En fait, il remplit un rôle de responsable administratif et financier localement. C'est ce que j'allais vous demander. Quel est le rôle du trésorier de délégation ? Donc, il est en pilotage de l'ensemble du processus budgétaire, mais il est aussi responsable de l'immobilier, du fait que comme on vit de générosité, de veiller à ce que les donateurs et le suivi des ressources soient bien faits et de mettre en place des procédures donc de demande de subventions publiques, puisque nous avons quand même un petit peu de subventions publiques, donc de faire en sorte que l'ensemble
de la gestion financière de la délégation soit bien budgétée et suivie en termes budgétaires. Ça, c'est son rôle majeur. Mais après, il y a tout ce qui est gestion des achats, gestion des locaux, gestion de la formation des équipes locales. Une délégation, l'action est mise en œuvre par des bénévoles. Donc, un trésorier de délégation doit former le trésorier d'équipe locale, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui doit mettre en œuvre la procédure de gestion financière des dépenses locales. Oui, et donc en matière de dépenses, par exemple, il y a un seuil au-delà duquel, eh bien, ce n'est plus la décision n'est plus prise localement, mais elle doit remonter jusqu'au siège. Voilà, oui, il y a tout un processus donc d'engagement qui fait que l'équipe locale, elle a une limite d'engagement à 5 000 euros, moins si c'est budgété. Et si au-delà de 15 000 euros, c'est au niveau de la délégation, au-delà de 25 000 euros, c'est au niveau du siège, etc. Donc il y a tout un processus qui est mis en place et qui est suivi normalement par les équipes de contrôle de gestion. Ça, c'est le travail. Il a aussi comme travail de contrôler. Il a une liste de contrôles à effectuer. C'est lui qui signe les paiements. Donc, séparation normalement entre le président ou le trésorier ou le délégué qui engage les dépenses, qui signe les bons de commande, et puis le trésorier qui paye les factures. Le comptable prépare la signature sur le chèque et le trésorier signe. Et évidemment, il est tenu d'avoir une vision de long terme. Il ne reste pas le nez dans les chiffres d'hier, d'aujourd'hui, de demain, mais il est là aussi pour imaginer ce que sera le futur. Alors ça, c'est effectivement en tant que membre du bureau de la délégation, il partage avec le président le côté donc vision prospective du projet de la délégation, mise en œuvre de cette vision dans un budget, suivi du budget et contrôle de gestion, j'allais dire, du fait que les actions sont mises en œuvre conformément à ce qui avait été budgété. Peut-être un petit mot sur sa nomination, parce que ça ne se fait pas à la légère, tout ça. Non. Alors effectivement, le trésorier est normalement identifié localement par les membres de bureau en fonction d'un rôle qui a été très précis et qui est défini à un niveau national avec une description un peu pratique. On dit qu'effectivement, ce trésorier identifié doit être rencontré et choisi par les membres du bureau, qui seront ses futurs collègues pour gérer l'ensemble de la délégation. Et puis après, il doit rencontrer le responsable de l'audit interne au siège et moi-même, donc directrice administration finance. Et nous devons donner un avis au conseil d'administration sur, disons, les compétences qu'il aura à mettre en œuvre pour remplir sa fonction de trésorier, sa fonction de responsable administratif et financier de la délégation. Nous attendons effectivement un minimum de compétences professionnelles dans le cadre général de gestion, pas d'expertise comptable, mais vraiment de gestion. Pour moi, un bon trésorier, c'est celui qui a eu sa PME et qui a géré sa PME. On l'a dit tout à l'heure, le contrôle interne, c'est l'affaire de tous, mais c'est l'affaire aussi beaucoup du trésorier, entre autres. Donc, beaucoup de formations. Vous en avez parlé tout au long de notre discussion. Vous avez insisté sur la formation. Il se trouve que la FNOGEC fait aussi, évidemment, tout le réseau fait de la formation, mais la FNOGEC a élaboré un tout nouveau memento du trésorier. Est-ce que vous misez aussi sur ce type de document pour aider vos trésoriers à accomplir leur mission? Oui, alors on a un gros livre comme ça, le manuel du trésorier. On nous a dit aussi qu'effectivement c'était trop compliqué. J'ai dit oui, c'est plutôt comme un dictionnaire. On a besoin d'une procédure, on a besoin d'un bail, d'un formulaire de bail. Vous le trouvez dans le manuel du trésorier. Il est aussi présent sur le site intranet. Mais on a aussi pour chaque nouveau trésorier, on a une formation qui est faite au siège par les équipes de la direction administration finance pendant 4 jours pour qu'ils soient vraiment qu'ils connaissent
non seulement les personnes et les procédures qu'il est en charge de mettre en œuvre, et qu'il puisse appeler et dialoguer avec ces personnes. S'il y a eu un contact, s'il y a eu un temps de travail et de formation qui est fait donc uniquement au moment où, enfin, dans l'année qui suit sa nomination, effectivement, les choses après peuvent se mettre en œuvre de façon beaucoup plus facile. Il n'hésite pas à envoyer un petit mail à quelqu'un qu'il a rencontré ou à l'appeler au téléphone. Donc ça, c'est effectivement, ça fait partie des processus. Et donc après l'avis, eh bien, c'est le conseil d'administration qui a un curriculum vitae et puis donc peut l'homologuer pour remplir sa fonction. Pour finir, Hélène Bec, en quelques mots, quels sont les 2 ou 3 conseils que vous donneriez aux acteurs du réseau des OGEC pour renforcer leur contrôle interne et mieux gérer les risques ? Alors, le premier élément, je dirais, c'est vraiment la formation. Comment faire en sorte que les personnes qui soient en responsabilité soient vraiment conscients du fait que la responsabilité financière, la responsabilité des risques, donc, est de leur niveau, de leur responsabilité, que ce n'est pas d'autres. C'est vraiment à soi-même de se définir comment on veut mettre en œuvre ce processus de veille et faire en sorte que ce processus puisse être appliqué. Donc la formation. Je dirais aussi le fait de mettre en place un processus qui fait que on y revient une fois par an pour dire bon, est-ce que j'ai avancé sur tel ou tel sujet? J'avais définir une cartographie des risques. Quel est votre risque prioritaire, vos 2-3 risques prioritaires? Quels sont-ils et comment on peut mettre en place un processus, un plan d'action pour maîtriser ces risques? Pas totalement, mais au moins un peu. Et puis, donc, vérifier que les contrôles qui, a priori, ont été définis sont bien mis en place. Bien, merci beaucoup, Hélène Bec, de nous avoir livré ce témoignage et ouvert des pistes d'action. Dans le prolongement de notre discussion, nous allons... Merci encore. Dans le prolongement de notre discussion, nous allons à présent bénéficier, et je regarde derrière, et oui, nous allons à présent bénéficier de l'éclairage.